De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant au focus. Nous sommes jeudi et le jeudi sur Canal 10, c'est Anthropologie. Et nous recevons notre expert des humanités classiques africaines, Nusire Kalala Omotunde. Bonsoir monsieur Omotunde. Bonsoir et bonsoir à tous les éditeurs de Canal 10. Voilà. Alors on est content de votre retour et vous êtes venu accompagner ce soir d'Abena, voilà, qui est étudiante à l'Institut Anija. Voilà. Bonsoir Abena. Bonsoir Harold. Alors tu pourras prendre la parole quand bon te semble. On va commencer effectivement avec Omotunde avec un petit tour d'actualité. J'aime bien faire ça avec le professeur. Alors avant d'en venir au Pan African Awards, puisqu'on est très fiers effectivement que vous ayez remporté ce prix, je voulais qu'on en vienne plutôt sur l'actualité sociale du moment. C'est extrêmement tendu en ce moment en Guadeloupe, la pression ne redescend pas. Comment vous le sentez-vous ? Alors il faut savoir qu'effectivement, on est dans une période très stratégique. Alors il faut toujours prendre de la hauteur sur les choses et ne pas foncer tête baissée. Vous avez remarqué que lorsque vous allez prendre un escalator, la première marche pour vous, elle est très importante. Puisque vous savez que si vous ratez la première marche d'un escalator, qui doit vous faire monter, eh bien, vous risquez la chute. On est dans cette première marche. Vous savez, le mois de janvier, c'est un mois qui est dédié à une entité occidentale qui s'appelle Janus. Janus qui regarde le passé et qui regarde le futur. Le but du jeu, c'est de ramener les énergies problématiques de 2021-2022. Et aussi de créer un stress tellement fort parce qu'il y a, il ne faut pas l'oublier, je le redis, la problématique de l'ère du Verseau où les énergies montent, mais les énergies montent en activant ce qu'elle trouve, c'est-à-dire si elle trouve du chaos, eh bien la personne, son chaos deviendra de plus en plus important. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de prendre de la hauteur, de méditer, de revenir sur un certain nombre de choses, de manière à ne pas se laisser tanguer trop au point de se retrouver déstabilisé au niveau des émotions et au niveau de la conscience par rapport à ce qui se passe dans l'actualité. Parce que vous savez très bien que lorsque vous faites le repas, si vous augmentez la pression du feu, ça brûle. Et la pression du feu, elle augmente aujourd'hui. Donc il faut ventiler. Imaginez-vous que je vous vends un extincteur et je vous dis, voilà, s'il y a le feu, il suffira de prendre l'extincteur pour éteindre le feu. Et il y a le feu, vous prenez l'extincteur et vous voyez que ça n'éteint pas le feu. Mais vous allez voir, 60 millions de consommateurs, la répression des fautes pour vous dire que, voilà, il m'a vendu un extincteur, quand je suis venu, ça ne marchait pas. Voilà, il n'y avait pas de gaz carbonique. Voilà. On se retrouve dans cette situation. Et vous avez des gens qui n'ont pas fait maternelle sup, c'est-à-dire que, voilà, qui ont quand même fait de grandes études et qui viennent vous dire, oui, mais quand même, c'est important d'acheter l'extincteur. Attends, toi-même, tu vois, comme pour toi, quand ta maison brûle, l'extincteur ne permet pas d'éteindre le feu. Et il te dit, oui, mais ça empêche quand même le feu de... Non, si tu achètes un extincteur, c'est pour pouvoir éteindre le feu. Propagation à d'autres maisons. Non, il faut être sérieux. D'accord ? Il faut être sérieux. Quand tu achètes un extincteur, c'est parce que quand tu le prends, tu veux être sûr que, quitte à prendre du temps avant d'acheter ton extincteur, mais tu veux être sûr que quand tu l'as sorti, tu éteins le feu. Il n'y a pas des histoires de tu vas éteindre les petites flammes et les moyennes flammes vont continuer. Non, il faut arrêter ça. Là, on est plus dans un retour à la situation normale, ce que disent même les spécialistes mondiaux. Oui. C'est-à-dire que là, progressivement, la chose se maîtrise. Pourquoi on ne prend pas ce bon vent pour ramener de l'espoir, ramener de la positivité ? On voit bien que des pays comme Israël et autres ont fait machine arrière sur beaucoup de choses. Donc ça, c'est important de le signaler. On voit bien l'angoisse qui naît du fait de l'incompréhension. Il n'y a pas de logique dans ce qui se passe et les gens n'arrivent pas à mettre une vérité, quelque chose de simple, de clair comme l'eau de roche, que oui, c'est ça, on est là, on arrive là, on fait ça. Non, rien n'est compréhensible dans ce qui se passe là maintenant. Vous savez, on a vécu une période, c'était la liberté d'expression. D'accord ? Et ce qui s'est passé dans le siège du journal, où les gens sont venus, ils ont tiré sur les gens et compagnie, ça a vraiment lancé la discussion sur la liberté d'expression et d'opinion, même si c'était un peu à géométrie variable, chaque fois qu'on utilisait un dieu et qu'on rajoutait données derrière. Mais toujours est-il que la chose, c'est qu'au moins, on s'est dit, même si tu n'es pas d'accord avec moi, mais je dois me battre pour que tu puisses quand même exprimer tes idées, ton point de vue et tes opinions. C'était le consensus. On l'a vu, beaucoup de grands pontifes médiatiques sont intervenus dans ce sens-là. Maintenant, l'enjeu, c'est le comportement de ceux qui ne défendent plus les principes immuables. C'est-à-dire que la liberté d'opinion
et la liberté d'expression, c'est quelque chose qui est le fondement du système dans lequel on vit. Et que la chose, c'est qu'on ne demande pas aux gens ni d'être d'accord, ni d'être pas d'accord. On leur demande déjà, fondamentalement, tout le monde doit être dans la démarche de la défense de cette liberté d'opinion et de cette liberté d'expression. C'est le consensus donc collectif sur lequel on doit tous être d'accord. Il n'y a pas de discussion à avoir sur ce terrain-là. Non, ils vous Après, diront on que le respecte les opinions de chacun. Ils vous diront que le consensus doit s'obtenir pour la majorité. Une fois que la majorité est d'accord, Non, je vais vous dire une chose. Justement, Je vais vous dire une chose. Si un vacciné dit qu'à cause d'un non-vacciné, il peut tomber malade, il faut qu'il aille voir le gars qui a fait le vaccin. Et ça va plus loin. Non, Ils diront parce que si le vacciné prend sa place, la place de quelqu'un à l'hôpital. Attendez, je vais vous dire une chose. Lorsqu'un médecin est médecin, il a passé un serment. D'accord ? Alors, soit il passe un autre serment et il rentre dans une autre équipe de football. Je ne sais pas comment on va l'appeler, des intermittents de la médecine, enfin, je ne sais pas. Mais toujours est-il, dans l'équipe de football de l'ordre des médecins, il y a un serment. D'accord ? Qui vient de l'Égypte, d'ailleurs. On a eu déjà l'occasion d'en parler. On en a parlé. Bon. Donc, à partir du moment où il a... on dit prêter serment. Est-ce que c'est le bon mot d'ailleurs ? Il a prêté, bon, il a repris. C'est pas bien. Mais toujours est-il que cela fait qu'il n'y a pas de discussion à avoir là-dessus. Alors, justement, vous revenez d'Afrique. Oui, Vous totalement. avez Ça a été récompensé. Non, ça a été, je dirais que... Il y a deux choses qui m'ont touché, vraiment. C'est que je n'avais pas vraiment conscience que toutes les catégories socio-professionnelles étaient impactées positivement par ma démarche de sincérité vis-à-vis de l'histoire et vis-à-vis aussi du fait de retrouver notre paradigme de réflexion. Les gens m'ont dit beaucoup de choses qui venaient du cœur, beaucoup d'encouragement, mais surtout comment vis-à-vis de leur enfant, le discours leur avait permis de remettre la balle au centre dans les relations avec les enfants, de revenir sur les fondamentaux, d'essayer de donner une consistance en termes de conscience culturelle et autres aux jeunes générations. Et ça, c'était quelque chose d'important. Maintenant, la deuxième chose, c'est que ces Pan-African Awards, c'était une cérémonie vraiment grandiose. C'était grandiose de voir aussi des grands historiens que j'ai côtoyés quand j'étais étudiant, quand j'ai commencé. Bon, on a tous pris un peu de cheveux blancs, c'est vrai, mais toujours est-il que c'était extrêmement touchant. Et il faut vraiment beaucoup d'humilité pour cela. Le fait d'aller recevoir un prix devant tous ses pairs. Parce que c'est vraiment quelque chose de touchant. Parce que moi, je leur ai toujours dit, je prends ça très au sérieux. Et c'est là qu'ils ont vu, après toutes ces années, que vraiment c'était sérieux. C'était une démarche de sincérité. On ne fait pas de l'histoire contre les gens. On fait de l'histoire parce qu'il faut qu'on ait notre colonne vertébrale. Il faut qu'on ait nos humanités classiques africaines à partager avec le reste du monde. On n'a pas à être le perroquet des autres, à considérer que la Bible, c'est notre livre sacré, ou que le Coran, c'est notre livre sacré, ou que je ne sais pas quoi. On a nos textes sacrés. C'est nous qui avons inventé l'écriture. On a enseigné à tous ces gens les textes sacrés. On a les originaux, ils ont des copies. On peut le démontrer. Donc, à partir de ce moment-là, il faut qu'on retrouve la clé de notre mémoire, de notre bibliothèque historiographique, de manière à faire en sorte que quand nous sommes debout, on est debout avec notre colonne vertébrale africaine, en pleine conscience. Vous voyez, et ça, c'est important. On ne peut pas concevoir la relation avec l'autre par le traumatisme de ma relation avec ma culture. Parce que tout le monde noir, là, les histoires qu'on voit à la télévision, c'est ça. C'est-à-dire, on veut vivre quelque chose, mais dans le traumatisme que l'autre a créé. Pourquoi je ne peux pas aller travailler avec ma chemise africaine alors que la personne prend sa chemise avec toutes ses couleurs, met sa chemise arlequin, elle va bosser avec sa chemise arlequin, et moi je viens avec ma chemise africaine, je ne peux pas. Mais c'est dans quel monde on vit ? On n'est pas dans le nazisme vestimentaire, non ? Les gens parlent de diversité, mais quand tu descends avec ton boubou, son bitabab. Alors si on parle de diversité ou on s'amuse ? Parce que la dame, et c'est pour ça que, aussi à ce niveau-là, je discute beaucoup avec les tailleurs, avec tout. Donc, de manière à faire en sorte que les habits, mais aujourd'hui, avec les défilés de mode, des créateurs, on a des tenues qui fracassent. Et donc, la conscience fait que maintenant, les femmes veulent aller travailler avec leur tenue africaine.
veulent avoir ça. On ne peut pas vivre dans le monde, dans le traumatisme de l'autre. C'est pas notre traumatisme. Et ça, il faut apprendre à lutter contre ça déjà à son niveau, parce qu'il ne faut pas oublier une chose. C'est parce qu'on sera parvenu à nous respecter qu'on sera respecté. Et ça, il faut bien le comprendre. Très clairement. De retour sur le plateau du jeudi anthropologie, nous sommes toujours en présence de Nusere Kalala Omotunde, notre expert des humanités classiques africaines, qui est en compagnie d'Abena. Donc après notre petit débrief info, justement sur l'actualité, là on va en venir au cours du jour, professeur Omotunde. Oui, voilà. Alors je voulais simplement remercier ce monsieur qui, en regardant l'émission sur la Sedia Gestoria au Vatican, m'a dit, mais vous savez monsieur, j'ai assisté à cette cérémonie en Afrique, dans ma tradition au Cameroun, il n'y a pas si longtemps. Donc, je voudrais justement remontrer ce document et on terminera par les images que le monsieur m'a montrées. C'est très saisissant. Très bien. Vraiment. On part pour le premier document. La cérémonie pontificale appelée la Sedia Gestatoria est une cérémonie durant laquelle le pape s'asseyait sur une chaise à porteur pour effectuer une procession et ainsi être mieux vu du public. C'est l'une des cérémonies fastes du Vatican. Le pape Pie XII, par exemple, en 1939, en fut l'objet lors de son couronnement afin de rehausser le prestige de son accession à sa nouvelle mission. De chaque côté de la Sedia Gestatoria, 2 étendards géants, dits flabellum, jouant le rôle d'éventail ou de chasse-mousse géant, surmontés de plumes d'autruche ou de paon, étaient portés par des prêtres, appelés flabelles. Ici, on pourrait jouer au jeu des 7 erreurs. Le pape Pie XII est porté en procession par 12 hommes, probablement des prêtres, et est porté par 2 flabellums, de chaque côté, tout comme le pharaon Horeb-M, 3000 ans avant lui. L'égyptologue française Christiane Desroches-Noblecourt admet le plagiat, en disant que lorsque le Saint-Père défilait place Saint-Pierre, il y a encore quelques années, s'était assis sur sa Sedia Gestatoria, les pieds du meuble posés directement sur les brancards, portés par les Suisses de sa garde. D'autres servants dressaient les mêmes éventails typiques, analogues à ceux des Égyptiens, ornés d'aériennes plumes d'autruche. La comparaison est saisissante. Cette procession vient d'Égypte, où elle portait encore le nom de Hebsed, soit la fête du jubilé royal. Ainsi, la racine Sedia aurait-elle alors un lien avec le terme pharaonique Sed? En réalité, la tradition vaticane de la Sedia Gestatoria n'est qu'une pâle copie de la tradition rituelle de l'Afrique noire de la période pharaonique, relative à l'intronisation du souverain sur le trône de Math. En avant de la procession, un prêtre se chargeait de purifier le trajet en répandant de l'encens afin de donner au rituel son caractère de sainteté. Tout ce cérémonial fut utilisé jusqu'au Concile Vatican II, mais se perpétue toujours de manière certes simplifiée dans les églises chrétiennes installées à travers le monde aujourd'hui, notamment lors des processions christiques dites Corpus Christi. Ne s'agit-il pas là encore d'un énième plagiat de la tradition africaine antique ? Donc des processions qui ont encore lieu aujourd'hui. Voilà, c'est ça qui est formidable.
c'est de voir que ce passé survit à travers beaucoup de traditions confrériques et aussi de culture africaine. Et je dirais que ce qu'on avait bien pressenti, ce qu'on avait bien vu, c'est que la maman qui a donné naissance à cette tradition, elle est africaine. Aujourd'hui, les rapports de l'Europe avec l'Afrique sont des rapports hautains. Il n'y a pas d'humilité. On est très donneur de leçons. Et c'est vrai qu'après avoir fragilisé la conscience africaine, elle avait oublié qu'elle était porteuse du génie de l'humanité. Après, reste à faire la démonstration. Et c'est vrai que lorsque la démonstration elle est faite, ceux qui avaient l'habitude d'être dans un grand fauteuil se retrouvant sur un tabouret, je dirais, ça dérange quelque part. Mais il faut accepter que le grand fauteuil était africain et qu'il y avait la mauvaise foi et qu'il fallait rétablir un certain nombre de vérités. Et donc c'est pour cette raison que moi je dirais, il faut arriver à laver les égos de l'humanité pour créer le monde de demain et faire en sorte que nous puissions, dans le cadre des universités à travers le monde, reconnaître que voilà, telle chose vient d'Afrique, telle chose vient d'Afrique, ça vient d'un tel... Tout vient d'Afrique, a priori. Il faut pouvoir le dire, il faut qu'on arrête. L'humanité, on vous dit que oui, il y a le réchauffement climatique, il y a tout ce que vous voyez, mais la chose c'est que l'humain se perd dans le matérialisme. L'humain se perd complètement. Nous sommes dans des affrontements totalement débiles, avec des gens qui créent des tensions et qui ne sont même pas sur le terrain, qui sont dans leur petit fauteuil à manipuler des manettes avec des drones. Bon, donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut remettre la balle au centre. Et justement, pour remettre la balle au centre, la problématique dynamique, c'est aussi cette conscience de la spiritualité que nous devons retrouver par rapport à ce qu'on appelle la religion. J'ai amené un document qui concerne le Vatican. Beaucoup de choses viennent d'Afrique ou sont inspirées des traditions initiatiques africaines au Vatican. Parce que, vous savez, quand vous voulez brancher un appareil, vous cherchez la prise. Donc, vous êtes obligé de revenir en Afrique parce que la prise, elle est africaine. Après, on va habiller les choses avec des petites couleurs pour masquer la prise et faire croire qu'elle est... La prise, elle est africaine. Et chaque fois que l'humanité veut faire quelque chose, que ce soit les mathématiques et autres, la prise, elle est africaine. Et c'est ça que nous devons arriver à comprendre. La prise est africaine. C'est-à-dire la réflexion humaine est basée sur une prise africaine. Ça veut dire quoi une prise africaine ? L'énergie produite pour cette réflexion, c'est une énergie africaine. Parce qu'elle est née là. C'est l'Afrique qui a donné vraiment les lettres de noblesse à cela. Je voudrais prendre un exemple, justement, l'Égypte au Vatican. Si on peut regarder le deuxième document, et on aura comme ça le temps de le commenter. L'Égypte antique au Vatican. Le Vatican, vous connaissez ? Mais connaissez-vous la cour de la Pigna ? Oui, c'est juste ici, au bout des jardins menant vers les musées du Vatican. Derrière la cour de la Pigna, on découvre un musée de l'Égypte pharaonique. On y reviendra. Au centre de la cour de la Pigna trône une énorme pomme de pin faite en bronze et haute de 4 mètres. C'est le symbole païen, dit-on, de l'arbre de la connaissance initiatique. Dressée à l'origine près du temple d'Isis dans la Rome antique, cette pomme de pin est maintenant au Vatican depuis le XVIIe siècle. Elle se réfère à la tradition initiatique du culte égyptien d'Osiris, repris dans la Grèce antique sous le nom de Dionysos, puis dans la Rome antique sous le nom de Bacchus, qui tous deux portaient un bâton surmonté d'une pomme de pin appelée thyrse. Le thyrse symbolise la glande pinéale, qui était activée lors des rituels gréco-romains. La glande pinéale ou épiphyse est une petite glande de 8 mm en forme de pomme de pin située sous le cerveau et qui active les facultés extrasensorielles, voire métaphysiques, des individus en marche vers l'initiation. C'est en quelque sorte le troisième œil extra-lucide qui connecte l'initié à l'au-delà. Lorsque l'on contourne l'énorme pomme de pin, que trouve-t-on ? Oui, c'est bien un sarcophage pharaonique. Mais que fait-il là, caché derrière cette énorme pomme de pin ?
Il symbolise l'idée de la fin de la vie terrestre et le voyage vers la vie spirituelle via l'ombre solaire du cône de pin se posant dans le sarcophage. Et les deux pans, placés de chaque côté de l'immense cône, ils vitalisent une symbolique égyptienne liée à la notion de roue solaire, d'immortalité, car leur queue évoque le ciel étoilé, soit l'espace divin. Là, ils ont carrément pris et déplacé au Vatican, là. C'est-à-dire que c'est puissant. Vous savez, il y a quelque chose dans les tours de magiciens, c'est que les gens oublient que ce sont quand même des tours de magiciens. D'accord ? Et que peut-être que le temps aussi est venu de devenir adulte et d'arrêter de croire au Père Noël. Parce que là, le moment de la grande réflexion est arrivé. Il faut fonder nos croyances, il faut fonder nos relations avec nous-mêmes. Parce que, comme dit la tradition africaine, le Fils de Dieu Osiré, il dit « Si tu n'es pas parvenu à être en paix avec l'univers, si tu n'es pas parvenu à être en paix avec toi-même, tu ne seras jamais en paix avec ton prochain. » Et justement, on est nourri de pensées qui créent des affrontements en interne. Et dans les relations et la façon d'être, on ne fait que manifester ce désordre et ce chaos intérieur. Pour cela, je pense que non seulement par rapport aux énergies, mais par rapport à notre actualité, par rapport aussi à notre ancestralité, nous devons solliciter l'intelligence de nos enfants et de nos jeunes. Et c'est ce que nous oublions de faire. C'est vraiment là que nous, autres adultes, nous devons aller chercher la vérité chez nos enfants et nos jeunes, parce qu'ils sont reliés directement avec justement cette intelligence ancestrale. Alors, pourquoi l'affaire de la glande pinéale, c'est important ? La glande pinéale, c'est important parce que la mélanine, elle active cette glande pinéale. Et que beaucoup de choses dans l'alimentation visent tout simplement à quadriller cette glande pinéale africaine, de manière à faire en sorte qu'elle ne soit plus aussi poussée qu'avant. Bon. Mais c'est une glande pinéale qui a fait des choses extraordinaires. Un jour, il y avait des gens en Afrique qui étaient réunis. Et il y a un gars qui a dit « J'aurais aimé qu'on bâtisse un monument en forme de triangle, mais en volume, avec 3 millions de blocs de pierre de 2 tonnes, et que ça soit un truc qui fasse au moins près de 150 mètres à 200 mètres de largeur, avec des fondations qu'il va falloir faire, puisque pour supporter un tel poids, une telle masse, il va falloir consolider les fondations du sous-sol. Mais je pense qu'on pourrait y arriver. Il n'y a pas une seule personne pour lui dire autour de cette table africaine « Mais tu divagues ou quoi ?» Les gens lui ont simplement dit « Et comment tu vois ce projet de construction? Comment tu le séquences par étapes ?» Et là, il a commencé à expliquer, bon, moi je vois, d'abord, il faut des tailleurs de pierre, il faut des systèmes de mécanique des masses, il faut un certain nombre de choses, et on y arrivera. Et ils ont pris du temps, et ils sont arrivés à aboutir, après avoir fait plusieurs essais, à la pyramide parfaite, donc la fameuse pyramide de Khufu, qu'on appelle pyramide de Khéops aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous est arrivé? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons cessé d'être africains par le fait de limiter notre potentialité à des choses extrêmement basiques, alors qu'avant, nous cherchions à laisser une trace positive dans l'histoire de l'humanité pour que les individus servent de modèle aux jeunes générations. Lorsqu'on parle d'Imhotep, lorsqu'on parle de Ramsès, mais on voit les choses qu'ils ont accomplies, à la reine Hatshepsut, tous ces gens, c'est impressionnant. Et combien de documentaires sont à travers le monde qui parlent de ces gens? Parce que cette pensée africaine avec cette glande pinéale de l'époque, elle ne connaissait pas la limite. Elle était sans limite. Elle posait les problématiques selon des séquences de méthodologie et elle aboutissait à un résultat parfait. J'aimerais que nous redevenions des Africains pour cela, parce que l'humanité a besoin d'humains comme ça. Alors on sent qu'il y avait la passion quand même. Oui, parce que c'est important, on est en train de faire dessus, ça. On standardise les humains, trop. Les programmes scolaires sont standardisés, on ne cultive pas des enfants, on veut des intelligences originales, on veut des relations avec l'humain doit avoir une relation saine déjà avec lui-même. Si en entrant dans lui-même, il ne voit pas l'immensité, beaucoup d'enfants ne voient plus l'immensité de ce qu'il y a en eux. Donc ça crée des conflits, ça crée des gamins qui vont voir les psys, ça crée un certain nombre de choses. Donc il faut aussi changer ça. Hein, c'est important.
Merci beaucoup, professeur. Voilà, chers téléspectateurs, le jeudi anthropologie, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient la semaine prochaine avec notre expert des humanités classiques africaines. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. Moi, je vous fais des bisous, et comme dit le professeur, il faut rester positif.